On voit quand même que ce sont des enjeux importants d'image, des aspects légaux, etc. Est-ce qu'il ne faut pas préparer les startups? Est-ce que ceux qui n'ont pas avant d'expérience ne peuvent pas être vraiment surprises? Et est-ce que l'ANUMA, notamment, joue pas ce rôle ou n'a pas accompagne les startups dans ces actions? Si, en fait, effectivement, derrière la notion de start-up, c'est assez vague. Même d'ailleurs, il y a une définition un peu légale, entre guillemets, qui est une entreprise en recherche de business model. Mais voilà, on y met un peu tout, PME innovante, même presque certaines ETI qui font certains produits. Nous, déjà, il y avait effectivement plusieurs choses. Dans la durée de vie, enfin dans la maturité d'une start-up, on identifie à peu près 5 grandes étapes. Il y a l'étape de l'idée, donc là, les corporates, il ne faut pas y toucher, et ça se développe dans son coin, ça se met en place, on trouve son cofondateur, on fait quelques études de marché, on regarde, on teste, etc. Et ensuite, il y a la notion de projet, ils sont déjà 2, ils commencent à avoir un premier prototype, quelque chose qu'ils testent, ils ont quelques alpha users ou bêta users, et ils se mettent en place, il y a des premiers échanges, des itérations avec le marché. Et là, il y a le statut startup qui arrive, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens qui sont prêts à payer pour le service, le produit commence à marcher, commence à avoir une forme de traction. C'est nous, à ce moment-là, chez Numa, où on les accélère, pas avant. Il y a d'autres structures d'incubation, il y a d'autres structures qui font ce travail-là, des pré-accélérateurs, des incubateurs d'école aussi, qui font un super travail précédemment pour former, creuser un certain nombre de choses et avoir un prototype et un produit qui est prêt. Une fois qu'il y a de l'attraction, on les amène là et on les accélère, c'est-à-dire on fait arriver à un certain nombre de résultats qui normalement prendraient 1 an, et là on le fait en 4 mois en accélération. Ensuite, ce statut de start-up, il passe à un statut de business, c'est-à-dire que c'est une petite société qui a du CA, qui a des revenus récurrents, qui commence à embaucher d'autres gens que les fondateurs, etc. Il passe de 2 à 4 à 6, et ce business se transforme en entreprise. Et là, ils se scalent, entre guillemets, ils vont à l'étranger, ils se diversifient, ils lancent de nouveaux produits. Donc déjà, nous, chez Numa, on essaye de bien expliquer à tous les gens qui entourent les startups, notamment les grands groupes, qu'à chaque moment de la vie d'une start-up, il y a des formats d'échange, des formats de collaboration, et qui ne sont pas tous les mêmes à différents endroits. Au début, on s'acculture, on regarde, on serre des mains. On prend aussi la métaphore humaine avec la métaphore relationnelle, on va dire. Au début, c'est un petit speed dating entre start-up et grands groupes. Après, ça devient un peu plus sérieux, un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, un PAX, un contrat de mariage, etc. Et de l'idée à l'entreprise, on prépare et on accompagne les personnes qui souhaitent travailler avec des startups en ayant les bons mots et les bons formats pour échanger. Deuxième chose, c'est vrai qu'on est sorti complètement de la crainte du grand groupe vis-à-vis de la start-up ou de la start-up vis-à-vis du grand groupe. Heureusement, il y a une dizaine d'années, les grands groupes ignoraient les start-up. Il y a 5 ans, ils en ont eu peur, beaucoup. Alors ils les ont achetés, et puis ils les ont étouffés un peu, même beaucoup. Et depuis 3-4 ans, on voit qu'il y a une relation adulte-adulte qui s'est mise en place, des directions d'innovation, des CDO, un certain nombre de structures dans les grands groupes pour entamer les discussions, commencer à infuser cette culture en interne avec plein de dispositifs de formation, d'entrepreneuriat, de démarches collaboratives, etc. Donc on est à un moment extrêmement intéressant que tout le monde a envie de travailler avec tout le monde, et vraiment sincèrement, et a besoin de tout le monde. Et nous, on n'élève pas du tout la start-up dans cette crainte du grand groupe en disant vous allez les disrupter, de toute façon vous n'allez pas avoir besoin de plus gros que vous à un moment, si, à tous les moments, pour des experts, pour de la data, pour des partenariats commerciaux, pour des co-achats de licences, pour du co-investissement, il y a toujours un moment où on a besoin de quelqu'un qui la start-up, le Uber ou équivalent, qui n'a besoin de personne, il y en a une sur 1 million, donc c'est pas possible. Donc toutes les autres ont besoin de travailler, et on accompagne, on fait voilà, pour terminer sur la métaphore, on fait un peu du wedding planning entre les grands groupes et les startups. Quand on a préparé cette table ronde, vous étiez plusieurs à évoquer que souvent, ce n'est pas un simple partenariat, un grand groupe et un start-up, mais souvent il y a multipartie, plusieurs entreprises
Comment on organise quand il y a plusieurs grands groupes, plus des startups? Est-ce que c'est vraiment gérable, c'est viable? Oui, alors c'est difficilement gérable, c'est compliqué en fait. Enfin, je peux parler de l'expérience Cisco. Donc nous, on a souvent besoin de faire ça en fait, parce que quand on essaye de pousser l'enveloppe, comme on dit, donc d'apporter des vraies innovations, de vraiment faire évoluer la chaîne de valeur, et souvent on attaque des problèmes un peu compliqués et on se rend compte que, alors je vais prendre un exemple concret, on mène actuellement un pilote avec la ville de Paris, donc voilà, c'est un grand acteur, alors c'est un acteur public, presque encore plus compliqué qu'un acteur privé, et puis donc on a instrumenté complètement la place de la Nation. Si vous passez place de la Nation, pour ceux qui habitent dans le coin ou qui vont dans le coin, en ce moment vous allez voir, il y a des poteaux avec des capteurs, des sensors, et en fait le but c'est que on instrumente, on mesure l'activité de la place pour aider la ville à mieux préparer ses futurs aménagements. Ils ont plein d'idées pour la place de la Nation. Et avant de prendre des décisions drastiques du genre on ferme, on ouvre, là ils ont envie d'essayer de mesurer et de comprendre comment ça va passer. Voilà. Donc on a tous envie qu'ils prennent les bonnes décisions. Et en fait, quand on essaye de monter, donc c'est vraiment un cas intéressant parce qu'on avait besoin de faire travailler plusieurs grands groupes. On a travaillé notamment en partenariat avec des filiales de Vinci parce que qui eux savent installer des infrastructures dans les villes, Cisco bien sûr, et puis on avait aussi besoin de travailler avec donc là il y a déjà 3 grandes entités, hein, une publique, 2 privées, et puis on avait besoin de travailler également avec des startups parce qu'il y a une créativité incroyable en ce moment autour des sujets Smart City. On a eu la chance avec Numa de mener un programme d'exploration un peu verticale autour du thème de la ville qui s'appelle Data City. On avait du coup pu identifier des startups qui avaient vraiment des propositions intéressantes. Et donc comment faire prendre la mayonnaise? J'ai envie de dire, il n'y a pas de recette. C'est une question de personne, on revient aux personnes. Franchement, si quelqu'un un jour vous dit « Ah, moi j'ai une super méthode pour innover », vous pouvez passer votre chemin. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Non, si on avait la recette, elle serait connue. Donc il y a des best practices, comme on dit, il y a des choses qui favorisent bien sûr l'émergence et le succès, mais il faut être très prudent et souvent les cas sont différents. Donc là, en l'occurrence, on a réussi à aligner les planètes, mais en l'occurrence, c'est véritablement d'abord l'alignement entre les grands groupes pour créer une plateforme. Moi, je crois beaucoup à la notion de plateforme parce que finalement, une fois qu'on a créé une plateforme, c'est-à-dire physique ou informatique, mais c'est-à-dire voilà, on s'est mis d'accord et moi je recommande aux startups d'attendre que les plateformes soient un petit peu stabilisées avant de se lancer parce que sinon elles vont perdre beaucoup de temps. Et pour reprendre un autre point qui a été évoqué, c'est vrai que nous, et on a été à bonne école avec Romain et les équipes de Numa, et on a acculturé un certain nombre de mentors et de champions chez nous, une 50aine de personnes qui sont, et ça continue à s'accroître, mais c'est très rigolo pour quelqu'un dans une grosse société où des fois on s'ennuie un peu, de dire « Ah, c'est cool, je bosse avec une start-up ». Le problème, c'est que c'est rigolo, et ça peut être très cool pour une start-up de dire « Ah, c'est génial, j'ai un rendez-vous avec tel grand nom ». Mais on peut vite se faire mal mutuellement, en fait. C'est-à-dire que le grand groupe peut abîmer la start-up, et franchement, d'abord, il n'y a plus malin à faire, et personne n'est gagnant. Et vice-versa, quand on est une start-up, on peut avoir des expériences douloureuses. Et donc, on a eu des belles histoires. Donc, il y a une différence de timing, il y a une différence de taille et aussi de tempo. C'est-à-dire que pour un grand groupe, on n'a pas de problème de trésorerie à la fin du mois, donc on peut dire venez sur un pilote. Donc il faut réussir à trouver, pour que la collaboration marche bien, se mettre d'accord assez tôt sur on dit souvent il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, donc des choses très simples. Généralement, plus on vise des choses simples, mieux c'est. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un truc énorme. Il vaut mieux prendre des petits pas et qui permettent à chacun de dire « Ah bon là franchement on voit que ça coince, du coup on n'a pas trop perdu de temps, on ne vous a pas abîmé, on se rend assez vite compte qu'en interne, les gars, ils ont effectivement le not invented here est terrible, hein, donc ils ne vont pas vouloir une start-up sur ce domaine parce qu'il y a eu trop d'investissements déjà, ou au contraire, pouvoir accélérer. Et donc nous, on associe systématiquement un champion en interne pour travailler avec une start-up. Une personne qui a un peu c'est chef pas de possible projet. autrement. Et aussi qui défonce les portes quand il y a trop de meetings et que ça tourne en rond.
pour que la start-up puisse rapidement savoir si oui, il y a quelque chose ou pas. Mais pas faire perdre de temps à trop de monde, à la fois en meeting dans le grand groupe et puis surtout en attente qui peut être critique pour la start-up. Et d'ailleurs, je pense que chez Bosch aussi, en tant que notamment de fournisseur automobile, vous avez vraiment cette habitude de travailler avec des constructeurs, avec d'autres grandes entreprises pour innover. On a un peu la même problématique quand on est dans le B2B, en particulier dans l'automobile, d'amener de l'innovation aux constructeurs automobiles, à nos clients. Je veux dire, sans révéler de secret, chaque année, nos prix baissent sous la pression des constructeurs automobiles. Donc si on n'arrive pas à renouveler nos produits, notre offre avec de l'innovation, à un moment, on arrive sur des coûts et des prix de revient qui sont difficilement tenables. Donc l'innovation, c'est inscrit dans notre ADN parce que c'est une survie. Un groupe de 375 000 personnes, on a aussi une structure qui a un coût, parce qu'on ne peut pas gérer une organisation de cette taille de manière start-up, informelle. Donc voilà, il y a cette structure. Et pour que cette structure elle puisse vivre, elle ne vit que grâce à l'innovation qui va permettre de lancer de nouveaux produits, de gagner de l'argent et puis de financer les prochaines activités, et puis aussi des activités qui gagnent moins d'argent. Donc on est dans ce challenge-là, et puis nos clients, vous le voyez tous, il y a encore le salon le mondial de l'automobile qui est ouvert jusqu'à dimanche. Il y a une bataille qui est féroce, qui va s'accélérer, parce que vous voyez déjà, si vous allez au mondial, des stratégies en termes de véhicules hybrides, de véhicules hybrides rechargeables, de véhicules électriques, purs électriques. La connectivité rentre dans toutes les voitures. Vous avez, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la conduite automatisée qui arrive, soit avec des étapes où le conducteur sera toujours responsable de la conduite, mais aussi des véhicules où il n'y aura plus de conducteur. Donc ça fait finalement 3 fronts pour les constructeurs automobiles à mener en même temps, qui changent à la fois leurs produits, qui changent leur relation avec leurs clients, qui vont même leur créer de nouveaux clients, ou ils vont même perdre des clients avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles offres. Et nous, on est là pour les accompagner sur ces challenges. Et quand même, un des jobs importants d'un équipementier automobile, c'est d'être capable de mutualiser ces coûts. Et tout à l'heure, tu as parlé de plateformes. Nous, on essaie de développer aussi des innovations, des technologies de manière plateforme. C'est-à-dire qu'on discute avec nos différents clients pour essayer de comprendre ce qui va, le plus grand dénominateur commun entre eux, pour faire un produit, une innovation qui va leur correspondre le plus, et après faire juste de l'ajustement de cette innovation, de cette technologie, suivant le besoin spécifique de chacun. Parce que sinon, si pour chaque constructeur, il faut qu'on fasse un produit différent, on explose les coûts, et eux aussi, l'innovation n'est pas compétitive, donc ils ne vont pas vouloir la lancer, ils ne vont pas vouloir prendre le risque de la lancer, à moins qu'il y ait d'autres constructeurs qui aient lancé cette innovation, et là ils ne sont plus dans le lancement de l'innovation, ils deviennent suiveurs, et donc pas innovants. Et nous, on a besoin de constructeurs innovants. On a besoin de développer nos innovations, de les préparer pour le marché, avec ceux qui veulent la lancer, pour aussi nous tirer. Ils connaissent parfaitement bien les besoins de leurs clients, ils connaissent leurs produits, ils savent comment ils veulent introduire telle innovation dans leur véhicule, sur quel véhicule, à quel moment. Et donc, ils nous aident aussi. Donc, nous, notre premier, je dirais, partenaire d'innovation, ce sont nos clients. Sans nos clients, la vie serait difficile, parce que voilà, c'est eux qui nous amènent les insights, c'est eux qui nous les partagent. Alors bien sûr, on vient aussi avec des propositions, mais aussi avec mais vraiment, ils sont là pour nous aider, pour avoir cette discussion. Et même si parfois il y a beaucoup de réunions, s'il y a des discussions, on en retire toujours, on avance, on itère sur notre innovation pour qu'elle déboule sur le marché. Et il y a plein d'innovations Bosch dans les voitures aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais voilà, qui ont bénéficié de ça. Tiens, si je prends un exemple juste très vite, une histoire simple, l'ESP.
Donc le contrôle de trajectoire dans les véhicules aujourd'hui, c'est obligatoire dans tout nouveau véhicule produit dans l'Union européenne. C'est une innovation qui sauve des vies, qui permet à des véhicules de rester sur la trajectoire. Mais c'était quoi? Quel est le constructeur qui nous a aidés pour lancer cette innovation? Ça a été Daimler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 1997, la classe A, il y a le test de l'élan qui doit éviter des objets, et la voiture se retrouve sur le toit. Et puis il y a des photos de journalistes, et c'est publié. Donc globalement, le risque pour Daimler, c'est simple. La voiture était morte, ou trouver une solution pour que le véhicule reste sur sa trajectoire. Bon, nous, on avait une innovation, c'était l'ESP. Et Daimler, à ce moment-là, donc là on peut parler de grande collaboration. Moi, j'étais pas à l'époque, mais ce qu'on m'a raconté, il y a eu un plateau qui a été créé, 200 personnes de chez Daimler, 200 personnes de chez Bosch, et on a bossé pour délivrer le produit après le test en quelques mois pour que ce soit industrialisé, et ce qui a permis au véhicule d'être lancé et d'avoir quand même du succès, et puis de continuer sa vie. Et là, si on n'avait pas eu un constructeur pour tirer cette innovation, je ne sais pas si aujourd'hui, de série, on aurait un ESP dans les véhicules. Ça serait sans doute arrivé, mais pas avec la même force. Je pense qu'on voit que ces grandes entreprises ont vraiment besoin pour augmenter leur porosité, leur capacité à intégrer ces innovations. Elles doivent s'ouvrir, elles doivent un peu changer leur culture. Et je pense que vous avez eu cette idée originale d'amener des start-upers pour changer à l'intérieur des grandes entreprises. Ouais, moi je pense que le challenge aujourd'hui, c'est compliqué de toute façon de rapprocher tout un tas de startups, parce que le monde dans lequel on vit bouge tellement vite qu'on soit une startup ou un grand groupe, du jour au lendemain, son business model il peut voler en éclats. Je me souviens, il y a 10 ans, je crois qu'il fonctionne encore bien, c'était mythique, c'était des stars. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Tinder. Personne. Voilà. Non, mais voilà, je veux dire, j'imagine aussi qu'Airbnb n'a pas fait du bien à certains groupes hôteliers. Donc les règles du jeu, elles ont vraiment changé. Il y a aussi beaucoup de métiers qui vont évoluer avec ces nouvelles technologies qui sont démocratisées. Donc la conséquence de tout ça, qu'on soit un grand groupe ou une start-up, il faut avoir à un moment être capable d'appliquer une stratégie, surtout d'avoir des capacités entrepreneuriales. C'est-à-dire cette capacité à aller vite, explorer, tester des technos entre elles pour développer ses business models. C'est pour ça que moi je crois qu'un des challenges de l'Open Innovation, au-delà de ce qu'on fait, c'est vraiment d'amener ces capacités entrepreneuriales dans les groupes. On ne va pas changer les collaborateurs en entrepreneurs, c'est un état d'esprit assez spécifique. Mais par contre, leur emmener quelques astuces, quelques moyens d'aller plus rapidement, ou des compréhensions sur des nouvelles technologies là, qui sont en train d'arriver, qui vont demain révolutionner leur métier, ça c'est un vrai enjeu. Plus large que juste rapprocher des startups des fois avec des grands groupes.